On sait d'où il vient, poteau. Cet album-là, je l'ai fait, j'étais dans une configuration où j'étais recherché par la police. À l'époque, on venait de sortir l'album Tandem. Fifou, je l'avais déjà rencontré, moi, je pense que j'ai rencontré en 2003. Ouais. Quand il travaillait sur Illicit Project avec Loust. avec Yous et Christophe, ah oui, oh là là. voilà, c'était un très grand photographe à l'époque. Et moi, je l'assistais, grosso Il modo. l'assistait exactement, et c'est là que j'ai rencontré la première fois. Bah, c'est vrai que moi, quand je regarde cette pochette, ça me renvoie vraiment en arrière. On est quasiment 20 ans en arrière. Moi, à ce moment-là, je suis un peu le petit jeune qui touche un peu à tout. C'est-à-dire que je suis graphiste, illustrateur, je travaille dans les magazines. Donc c'est vrai que Socrate et Mackenzie, je les avais rencontrés sur la compilation Illicit Project, parce que moi j'étais très proche des groupes et des artistes du 19e. Mais en parallèle, moi je travaille beaucoup avec les Deux Balles. Les Deux Balles, ils sont proches de Kilomètres. Quand ils font justement, à cette période Tandem, il y a le Jugement, qui est un gros clip qui se passe. Moi je viens faire des photos sur le tournage. Et c'est vrai que So et moi, on a très vite accroché, parce que Socrate, c'est quelqu'un qui a une grosse vision de l'image. Et donc la pochette, elle s'est réalisée comme ça en vrai. Socrate, depuis le départ, il a une vision américaine, il a des refs américaines, on parle de séries, tu vois, on est dans la période The Wire, on est dans tous ces trucs-là. En tout cas, je pense que c'est ce qui nous lie dès le départ. On n'a pas du tout le même vécu, ni la même vie, mais il y a un truc qui nous lie, c'est l'image et la musique en fait. Toutes les choses que Fifou m'a souvent présentées, je les ai souvent validées. On est rarement revenu sur ses premières propositions. Au début, il était même dans les chambres d'étudiants, tout ça. Et à force de discussion, dès qu'on allait dans le charbon, on était tout de suite dans le thème que je cherchais, et ça a toujours été comme ça. Toujours. Il faut savoir que Patrimoine du Ghetto, il sort la même année que l'album Tandem. Et c'est l'année 2005, et c'est l'année de Bouné Zied, paix à leur âme. C'est une année où, genre, il y a une grosse tension. Voilà, le climat ambiant, il est très tendu. Donc, lorsque je fais Patrimoine du Ghetto, l'esprit fédérateur par la compile et par le clip avec Kerry James, où on monte un peu de la violence et ça finit un peu avec la paix, c'est un peu dans ce climat-là que je le fais. C'était pour répondre à une interrogation dans laquelle la banlieue était à ce moment-là. On va dire, on était dans une violence gratuite dans les quartiers. Il y avait les embrouilles de cité, il y avait plein de trucs comme ça. Et c'est dans cet environnement que j'ai fait ce disque. C'était pour essayer justement de ramener ce côté fédérateur dans les quartiers. C'est important de le dire parce que c'est vrai que 2005, c'est une année complexe à ce niveau-là. Ouais, voilà. De fou. Socialement, c'était assez complexe. On avait été invité même à l'époque à la télé pour parler de ça. C'est la première télé. Je me rappelle, chez Marie Drucker. Marie Drucker. Ah, Marie Drucker. Ouais, Marie Drucker. Moi, je me rappelle de fou. Voilà. Et il y avait un climat, et moi, tu vois, j'étais quelqu'un un peu révolutionnaire, on va dire. On était exposé à ce moment-là, je voulais assumer ce rôle, tu vois. Je voulais l'assumer. J'avais pas peur de l'assumer, on va dire. Ça, c'est un tournant, hein. Tu vois déjà que, contrairement à la cover précédente, elle est beaucoup plus classe. Je suis dans un mood un peu où je découvre Marc Le Bihan. Et les gens dans le rap, ils connaissent pas trop. J'achète mes lunettes chez Étienne Marcel, j'ai des collections de lunettes de fou. Les gens disent c'est un fou, il met des lunettes. Tu vois, c'est une époque où tout le monde était contre moi. Mais après, maintenant, c'est devenu un classique, ça a inspiré beaucoup de gens. Et Fifou, il m'a suivi dans mon... Fort. Il m'a suivi dans mon délire. C'est un glow-up, tu vois, quand tu fais le comparatif. Là, dis-toi, il n'y a que quelques mois qui séparent, tu vois. Même s'il l'a fait naturellement, mais quand tu prends du recul, il y a deux Socrates qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a le So qu'on connaît, rap français pur et dur, indépendant, tout ce que tu veux, et à côté de ça, So qui fait une nouvelle signature, qui commence à prendre plus de risques dans sa musique. Et en vrai, moi je suis beaucoup inspiré par Jonathan Magnon, qui fait toutes les covers de Young Jeezy, tout ça. Et là, oui, là, So, c'est là que je vois qu'il me fait confiance et il me dit, bon, là, il y a plus de budget. On va prendre le temps de le faire. À ce moment-là, en DA, tu as aussi Nathalie Canguilhem qui est derrière, tu vois, parce qu'on bosse chez Because. Et je me rappelle même quand on fait ce shoot photo, on le shoot en studio. Et là, mec, moi, c'est mes débuts où je travaille en studio, où il y a des réflexions sur le stylisme. Moi, je connaissais pas ça, moi. Ouais, c'est vrai. Moi, à la base, on me donnait rendez-vous en bas de chez moi, je shootais, tu vois ce que je veux dire. So, il me l'est plus dans une réflexion de viens, on fait un shoot à la Vogue, donc on fait une photo en noir et blanc. Les gars, ça se faisait pas ce truc-là, tu vois. Photo très mode.
pour un album très Kaira. À l'époque, le livret il était très riche, il y avait beaucoup de contenu. Il y avait une photo culte en fait qui était inspirée de The Wire. Ah, fort, on l'a fait en bas de chez moi. Et que mais The Wire, c'était pas trop connu en France. Ouais. À cette époque-là. Et c'était la C'était la cover fiche culte où tu vois le reflet du flic dans le truc, tu vois. Sur le reflet de la vitre, il y avait les Condés qui nous croisent et tout. C'était mon assistant lumière qui a fait le Condé. Voilà, c'est ça. C'était culte, parce que même plus tard, les gens ont dit, en fait, vous aviez pris la pochette de la saison 3 de The Wire. Bah, je vais en profiter, parce que bon, c'est une anecdote qui m'a marqué, parce qu'en fait, tu vois, sur ce shooting-là, il y a quand même aussi des ambitions du label de se dire, bon, on essaye d'ouvrir la communication de Socrate, donc potentiellement de sortir des sentiers battus, de ne plus être sur que Skyrock Génération, mais potentiellement d'aller voir Télérama, enfin tu sais, des presses, même un France Inter, enfin tu vois. Et je me rappellerai toujours, et ça c'est incroyable, pendant le shoot justement Nathalie Canglier, mais je lui fais un gros clin d'œil, elle vient me voir, elle me fait ouais, ça serait cool pendant le shoot que tu fasses une photo de Socrate souriant, tu vois. Et gros, je m'en rappellerai toute ma vie, et Sou pour le coup il est pas fermé, tu vois. Mais je te jure, on n'a pas réussi à le faire sourire. Il était trop tendu à ce moment-là, tu vois, par rapport à tout le vécu, par rapport à plein de choses. Je me suis rendu compte que y a des choses qu'on ne savait pas faire, tu vois. Moi, autant faire des trucs sombres, des regards poussés, je savais faire. Mais même moi, je ne savais pas comment le diriger. Je lui ai dit, bah vas-y, fais-moi une photo, tu me souris. On n'a pas réussi à faire. Alors, on a shooté cette photo dans mon studio actuel. So, c'est quelqu'un qui a un regard puissant. Moi, je le vois comme un acteur, entre guillemets, tu vois. Je suis comme un réal, en fait. Et je sais qu'il dégage une émotion vraiment puissante. En plus, je le connais très, très bien. Et du coup, pour moi, cette pochette, c'est la bonne transition du saut d'après. On a toujours la présence de la mode, tu vois. On a quand même une pièce de luxe, entre guillemets, tu vois. Même le gilet, hein. De haute couture, hein. Même le gilet, c'était quelque chose. Voilà, ça après, moi, je suis pas assez précis sur ça, tu vois. Moi, Mais on revient au Socrate que moi, je connais vraiment. Qui est quand même quelqu'un de... On parlait d'impulsif, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, on va parler de mannequin, de machin, tous ces trucs-là, mais il y a des regards qui se font, t'as pas besoin de mettre de mots, t'as tout compris. Et l'album s'appelle D'où je viens. Regarde juste son regard, t'as pas besoin de mettre des blocs ou ce que tu veux derrière. On sait d'où il vient, poteau. Cet album-là, je l'ai fait, j'étais dans une configuration où j'étais recherché par la police. Et j'avais le démon de tous les mecs de ma génération qui étaient en train de faire les 300, les puristes sur mon album précédent. Eux, ils faisaient les gros mythos à faire du rap de Kaira. Je savais ce que les jeunes risquaient quand ils empruntaient ce chemin-là. Et en plus de ça, j'étais vraiment dans des problèmes, pour de vrai. Et c'est cet album-là où tu ressens vraiment que j'étais dans une tourmente. Tu sens qu'à chaque fois, nous, on essaie d'expérimenter des choses quand même. Tu vois, tu as le général où tu as une envie quand même plus classieuse, on va dire, tu vois, dans le rendu, dans la production du shoot. Après, on revient dans un truc plus terrain. Et là, on essaie de partir dans des choses plus rétro-futuristes. Et du coup, c'est là que je lui propose de le transformer en statue. La ref ultime, c'est History de Jackson, tu vois. Exactement. Ouais. Sauf que là, on fait une statue de la street, entre guillemets, tu vois. C'est représentant de cette culture. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, mais en 2.0, tu vois. Déjà, là, on est quand même dans une époque où on met des typos hyper grandes, tout ça. Pour moi, c'est vraiment le truc démodé. Mais par contre, la photo en elle-même et de ce que lui a mis en place sur cet univers-là, c'est quelque chose qui ne bouge pas pour moi, qui est fort. Michael Jackson l'est personnifié comme la pop musique, mais lui-même, il a rencontré plusieurs courants musicaux. Et moi, là, sur cet album-là, je m'étais personnifié comme le rap. J'ai dit, le rap aussi a rencontré plusieurs courants musicaux. Et par cet album-là, je vais faire une rétrospective de tout ce que le rap a rencontré. Et c'est quand j'ai fait AAA qu'il y a eu une grosse polémique autour de mon album. Et les gens, ils me sont tombés dessus encore. Ils me sont tombés dessus parce que j'ai fait de l'électro, Mac Taylor, de Tandem, il a fait de l'électro. À l'époque, il n'y avait pas encore le libéralisme artistique, donc tout le monde m'est tombé dessus. Et je me rappelle, il y avait le K54 cette année-là, et j'ai croisé Watibé, il y avait la section d'assaut et tout. Et ils m'ont dit merci frère, parce que comme ça, là, tu nous as ouvert la porte, comme ça, nous, on pourra le faire. Après, ils ont fait Watty House, ils ont fait tout ça, et je me rappelle qu'ils me l'avaient dit au K54 et tout. Tu nous as ouvert la porte, t'inquiète pas, nous on va le faire. Moi, à l'époque, ça me suffisait déjà d'être une porte des étoiles. Tu vois, j'étais satisfait juste de ça. Et So, c'est là où il commence vraiment à appuyer sur le bouton du merchandising. Tu vois, justement, il a son morceau Ahaha. Et là, de là, il commence à produire ses t-shirts qu'on commence à voir un peu partout.
on va dire que c'est les prémices de ce qu'il va préparer derrière après. Et encore une fois, toujours entrepreneur. Donc moi, je commence à faire les logos de ses t-shirts, on fait son shop. On fait Hein, on fait le blog soblog.com. on crée son site, tu vois, soblog.com. Je me rappelle quand je dis, viens, on fait le clip de Derek Martin. Il dit, ah, tu vois, on le fait, fichaille. Parce que j'ai jamais fait de clip, moi. Il n'avait jamais fait de clip. C'est mon premier clip. Je lui dis, vas-y, viens, on fait un clip. Mais vu que je sais qu'il a un œil, ça veut dire, pendant qu'on faisait le clip avec Derek Martin, il faisait du Maybach Music avant que Maybach Music existe. De ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il avait les angles, quand tu es dans une voiture à l'arrière, les angles bien faits, tu vois, quand tu fais des playbacks volés comme ça et tout. Et encore une fois, c'est un shoot que j'ai fait ici, tu vois. Donc à ce moment-là, le studio dans lequel on tourne aujourd'hui, c'est mon studio. Mais avant, c'était un studio que je louais. Et je le louais heure par heure, tu vois, parce que on est encore dans la crise du disque. C'est-à-dire qu'on bossait que des indépendants. On n'est pas du tout dans les budgets d'aujourd'hui, tu vois, c'est dur. Exactement. Donc moi, le deal que je fais avec ce studio, je leur dis, bah, fais-moi un deal à l'heure, 100 € de l'heure, tu vois. Et t'inquiète pas, je vais te le remplir. Et je peux te dire qu'ici, il y a tout le rap qui est venu, poteau. Et j'ai jamais eu d'embrouille, Et gros, moi, quand il y a des journalistes qui viennent me voir aujourd'hui, qui me disent, vas-y, donne-nous une petite anecdote un peu gratinée, je vais vous décevoir, il n'y en a pas, en fait. Tu vois, limite, ça s'est pas bien passé dans d'autres sphères. Mais dans le rap-jeu, aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel quartier, j'ai jamais eu de problématique. Parce qu'on est bienveillant et puis surtout, ce qui nous lie à 100%, c'est qu'on est passionné par ça. C'est pour ça qu'on n'a pas la pression. Exactement. Suite à toutes les polémiques que le morceau a pu créer, et c'était un peu annoncé comme la fin de ma carrière à cette époque-là, le rap, il est en train de s'ouvrir, et moi, je vais à contre-courant du rap qui s'ouvre par cet album-là, Untouchable. Je voulais leur dire, vous n'allez jamais pouvoir faire ce que vous voulez de moi, vous n'allez jamais m'éteindre. En fait, c'est ça qui est assez fou. En fait, s'il faut parler d'Untouchable, parce que pour moi, c'est ça la thématique aussi, c'est que tu vois, moi, à ce moment-là, So, c'est toujours mon frelon. De toute façon, on est beaucoup ensemble et tout, mais voilà, moi, je commence à être de plus en plus productif dans les pochettes, que ce soit avec les indés, les maisons de disques, tout ça. Et il me parle d'Untouchable, et vraiment, je pense que dans cette période-là, que ce soit pour So ou pour pas mal d'artistes, honnêtement, tout va assez vite, en fait. Tu vois, encore une fois, je suis encore dans les tranches horaires quand je shoot, il y en a pour 1 heure ou 2. C'est pas comme aujourd'hui où tu as une journée, tu as plein de fringues et tout. Et je crois que le logo Untouchable, ça se fait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'Untouchable, si je mets 30 minutes à le faire, c'est beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Exactement. Et donc quand lui, il se dit, ce logo Untouchable, je vais en faire une marque, tu sais, c'est pas que je le prends à la légère. Mais bon, voilà, il y en a plein qui font des marques. Moi, à ce moment-là, je bosse beaucoup avec Alpha 520, qui fait beaucoup de merchandising. Exactement. Je suis beaucoup avec le Ghetto Fabulous Gang, donc on se croise tout le temps, on refait le monde avec So, machin. Mais gros, à un moment donné, moi, je me balade dans la rue, je vois un petit, 2 petits, et je vois trop de gens qui portent mon logo, tu vois ce que je veux dire? Un logo qui a été fait en 20 minutes, tu vois. Mais derrière, au vu le travail qui a été fait derrière, gros, c'est devenu une marque, mais tout le monde l'avait, en fait. Exactement. Et ça, c'est une autre branche qu'on va en parler après, tu vois, qui est le textile, où So a excellé aussi là-dedans, tu vois. L'album Untouchable, c'est la fin de ma carrière. Pour moi, j'ai dit, c'est fini, je rappe plus. Et là, dans ma cité, il y a des petits de mon quartier qui font des prods. Et eux, ils voient que moi, je ne veux plus faire de musique. Je dis, moi, c'est terminé. Ils viennent souvent me voir et ils viennent me motiver à dire, non, vas-y, fais de la musique, fais de la musique, fais de la musique. Je dis, non, les gars, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et c'est à partir de Banger, si j'avais pas mon studio, j'aurais arrêté le rap. C'était l'époque où Gucci Mane sortait les Trap God, les tout. Et là, eux, ils me parlent et tout, ils me font écouter des prods. Moi, j'écoute un peu de Gucci Mane en ce moment. Tac, je vois, tac, je dis, ah ouais. J'ai dit, ah ouais, vous voulez qu'on fasse et tout? Je dis, ouais, vas-y, vas-y. Donc là, je reprends à zéro. Je fais un reset, je me remets dans le rap. Et je fais donc Banger 1. Et là, il y a Oumar. Et genre, Oumar, il me dit, sors-le en digital. Je dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je sors mon projet en digital, il n'y a pas de CD. Il me dit, ouais, sors-le en digital, t'as fait ta musique, tu le sors et tout, tatati, c'est ça, le monde, il va arriver, c'est digital. Genre, je lui dis, mais tu dis n'importe quoi, frère. Moi, je peux pas sortir un projet qu'en digital. Donc, finalement, je l'écoute. Je lui dis, vas-y, je vais sortir un projet en digital et tout. J'appelle Fifou. Je lui dis, t'as vu, Fifou, là, je vais sortir une mixtape, donc c'est qu'en digital. Vas-y, il faut faire une cover et... En 1 heure. Vas-y, Fifou, t'as vu, là, je suis en train de me remettre, je sais même pas... Je sais pas. Et lui, je lui fais écouter des sons, il dit, ah ouais, lourd et tout. Et là, il me propose ça. Donc, le feu... Le Phoenix.
Et René de Cesson. Exactement. Un visage pharaonique camouflé dans le feu, un crâne, et moi, genre au-dessus. Pour moi, la symbolique, elle était forte. Et là, je décide donc de sortir cette cover-là et de lancer Banger 1, sans savoir que j'allais en faire une trilogie. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de business plan. On fait, il m'appelle, on fait ça, tac, tac. En plus, je crois qu'on a même pas re-shooté, c'est une photo que je devais avoir en stock, machin. Exactement. En fait, on se relance dans le truc, tu vois. Il y a quand même une envie de partir sur un truc plus abstrait, artistique, tout ça, mais ça reste une tape. Voilà. Donc il n'y a pas trop de limites, tu vois. On fait ça, franchement, on a dû le claquer en une heure ou deux. Ouais. Et puis, il s'est assis à côté de moi, il est reparti, c'était fini. À la va-vite. De temps en temps, il y avait des trucs où il y a un peu plus de budget, mais on va pas se mentir. Moi, c'était vraiment toute la journée, tu avais des mecs qui. Enfin, c'était comme chez le médecin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un nouveau souffle. Et de toute façon, on va le voir après, jusqu'à l'album d'après, tu vois. Voilà. Là, on commence à arriver dans les trucs. Voilà. En fait, on est dans la même configuration que Banger 1. Quand j'appelle Fifou, fais-moi mon truc, c'est en digital, Même en termes d'image, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je vois mon évolution aussi visuelle, tu vois. C'est comme un artiste qui écoute ses premiers textes. C'est pas que t'as honte, mais tu dis, bon, il y a des trucs que je ferai plus, tu vois. Exactement. Et là, pour moi, on commence à arriver dans ma touch que j'aime vraiment. Ça, c'est un truc que je préfère aujourd'hui, en fait. Un gros portrait, déjà, le noir et blanc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, c'est peut-être juste sur le travail de la lumière. Aujourd'hui, je ferais ça différemment. C'est ça qui est marrant, en fait, dans tout ce qu'on a pu faire avec So, c'est qu'il y a une réelle progression, tu vois. On a grandi ensemble. Ouais, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, moi, dans ma petite carrière de pochette de rap, j'ai eu à un moment donné Youssoupha Noir Désir. Celle-là, elle est au même niveau, tu vois. C'est-à-dire, dans l'impact, même moi, j'étais ultra content. En fait, généralement, une bonne pochette, ou même, je dirais même un bon son, c'est souvent des choses qu'on fait assez rapidement, mine de rien, tu vois. C'est vrai. Tu vois, on est dans un décor quand même luxe, on n'est pas dans le ghetto, tu vois ce que je veux dire. Et je te jure que je m'en rappelle, à un moment donné, je dis, ah tiens, So, j'ai peut-être une idée, mets-toi dans le cadre comme ça. Même So, en vrai, je le connais, il était comme ça, il fait qu'est-ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire. Ça part d'un shoot mode où je me dis, tiens, je vais la transformer. Et je me dis, c'est là qu'on va arriver à ce qu'on veut avec So. C'est attitude street, quelque chose d'élégant et d'ultra artistique, tu vois. Ça confirme Socrate pour de vrai. Et artistiquement, moi, je me confirme encore plus. Tu vois, comme il dit So, on avance ensemble en fait, tu vois. Et donc, à ce moment-là, visuellement, moi je step up vraiment dans mon travail. Et même, je pense que les rappeurs qui viennent me voir, ou n'importe quel artiste, on rentre dans cette période où on se dit, vas-y, on sort des sentiers battus. C'est aussi pour ça que j'arrive à prendre gradure avec un biberon plein de bastos, que je commence à imposer des trucs qui se voient pas plus que ça à un moment donné, des trucs qui sont marquants. Exactement. C'est une pochette punchline, tu vois. Ça, je me rappelle à l'époque, quand Fifou a fait cette cover, j'étais vraiment choqué, on va dire. J'ai une phrase que j'avais dite dans un morceau. Je vais faire de ma vie une putain de vraie. Tu croyais quoi? Tandem. Je vais faire de ma vie une putain de vraie. Tu croyais quoi? Avec tout le parcours que j'avais fait de cette époque à là, c'est comme si il avait réussi à synthétiser ce que je représentais. Là, ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait ensemble. Et c'était comme si c'était la maturité de notre aventure. Il savait ce qu'il fallait me faire pour moi. C'est pas moi là qui lui ai briefé l'idée. C'est lui qui m'a dit, je sais ce qu'il faut te faire, t'inquiète pas. Ouais. Tu vois. Pour moi, jusqu'à présent, je pense que c'est la meilleure cover. Ah oui, carrément. Voilà. C'est la meilleure cover, c'est un classique, c'est une œuvre. On va se taper pour la prochaine, t'inquiète, mais celle-là... On a jusqu'à tout de suite là. J'ai d'autres idées maintenant, c'est bon, je l'ai digéré. Celle-là, c'était la meilleure. Aujourd'hui, par exemple, là, tu me dis, je la refais, là, tout de suite, là, je la fais en vrai. Parce que là, encore, j'utilisais beaucoup la post-prod. Moi, comme je viens de l'illustration, donc j'ai repeint, j'ai dessiné Socrate et je l'ai recalé avec de la texture, des coups de pinceau, tout ça, pour qu'il y ait vraiment cet aspect un peu renaissance, machin. Mais aujourd'hui, si je devais la refaire, je ferais là, tout. tu m'as recalé, là? Parce que là, le cadre derrière, c'était le truc... Là, à la base, c'est une vraie photo, mais ouais. après, je t'ai redécalqué, quoi. Je t'ai redessiné et je l'ai superposé, tu vois. Ah, d'accord. C'est de la peinture digitale. Et même à ce moment-là, au même titre que Noir Désir, je commence à avoir des photographes de mode, des réalisateurs de cinéma, des gens de la pub, qui me disent ah c'est cool parce que moi on m'a jamais calculé comme en vrai moi j'ai évolué avec le rap en même temps, le rap des années 2000. Le traitement que les gens avaient à ton égard, il était comme le rap à son moi on était des pestiférés, tu vois, pour de vrai. Aujourd'hui c'est cool, la mode et tout, on est tous ensemble, c'est mortel, tu vois. Mais nous à ce moment-là c'est pas du tout ça. Tu vois. C'est vrai. C'est pas du tout ça, même carrément on me dit pourquoi tu le fais en fait, pourquoi tu bosses avec eux.
Et encore une fois, le même mécanisme psychologique, tu vois, voilà. C'est vrai que c'est le même mécanisme, t'as raison. C'est le même mécanisme. C'est un truc de ouf. Ça veut dire là, on est sur... Là, après, je suis une légende. Je veux me prouver que je suis capable de continuer de faire de la musique. Et donc là, je sors du cadre et on part au charbon, en survette. C'est trop ça. Ouais, c'est fou parce qu'en fait, il y a toujours le même mécanisme en fait, tu vois. Parce je crois qu'on avait fait des photos courtilières. Ouais, c'est courtilière, exactement. Quand je faisais 9-3 ton débrouille. gris, c'est lundi, il est 16h, poteau, derrière, t'as un bus qui passe. Hein. On a tout retapé. So, il sort le truc en rapide, mais à ce moment-là, quand même, peut-être que je me trompe dans les timings, mais là, So, en merchandising, c'est trop, je crois. Ouais, là, c'est l'explosion. Là, pour moi, alors là, voilà. Là, on arrive à ce qu'on... Parce que on parlait beaucoup de Rick Ross, Lil Wayne. Là, on est dans Nipsey Hussle au max. Parce que nous, on observe aussi l'entrepreneuriat, comment il fait. Et So, c'est lui qui m'en parle. Il me dit, gros, t'as vu le mec, il est en indépendant. Il vend en série limitée ses mixtapes à 100 €. C'est drôle, la mixtape. Ouais. Et je te jure qu'on se voit grave dedans, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. On aime bien trouver des modèles, systèmes modèles, tu vois, des nouveaux. Et en fait, quand on regardait Nipsey Hussle, j'ai dit, putain, ce mec, il est trop fort. Et là, j'étais vraiment au prime de l'entrepreneuriat de rue, culturel, on va dire. Dans ce Banger 3, il y a le son où je donne mon numéro de téléphone. Et genre, ça explose. Tout le monde vient et tout. En fait, après avoir pris la lumière médiatique de Je suis une légende, c'est là que j'ai su vraiment qui j'étais. J'aurais pu dire, ouais, c'est bon, les radios, ils me jouent, tout, ça, je vais aller dans ce... Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette lumière et j'ai essayé de la ramener dans la street, cette lumière. J'ai fait les rentrées pour tous. J'ai encore plus développé la marque de vêtements. J'ai utilisé la notoriété pour la ramener dans mon quartier, que tout le monde vienne dans mon studio, on vend des vêtements, on montre l'exemple. J'ai utilisé la lumière pour faire ça. Parce que c'est ça, en vrai, qui me motivait, qui me passionnait. C'est ça qui me passionnait. C'était pas de faire des morceaux. Tu vois, c'était ça qui me passionnait à cette époque-là. C'était vraiment le moment où j'ai vraiment bien représenté l'entrepreneuriat de la street. Écoute, là, on revient à la base, tu vois. On revient à la base, le regard, encore une fois. Et surtout, moi, à partir de cette période-là, je commence de plus en plus à travailler à l'argentique aussi. Parce que c'est ce qui m'a toujours influencé. Toutes les pochettes iconiques de rap, que ce soit Nas, c'est des vraies photos argentiques. C'est vrai que là, on repart dans ce côté un peu très années 90, tu vois, dans le rendu, tu vois. On baigne beaucoup dans tout ce que font les ASAP Mob et tout, où il y a un truc plus artisanal, c'est pour ça qu'on met du scotch. On revient à un truc plus rough, tu vois. Et je pense que c'est limite ce truc-là que j'ai gardé aujourd'hui dans mon travail. C'est de... Bon là, c'est encore un peu chargé, mais maintenant, c'est d'épurer au max. Je ne vais rien divulguer, mais sur le prochain projet de So, pour moi, c'est le minimalisme que je recherche, tu vois. Je ne veux plus mettre des scotch, des trucs, même plus de parental, rien, tu vois ce que je veux dire. Là, on est encore là-dedans, mais pour moi, en tout cas, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment le travail argentique, je travaille au moyen format. Et je trouve que c'est ce qui va super bien à So, en fait. J'ai de moins en moins envie de travailler en studio, on l'a fait pendant 10 ans. On ne sait plus quoi faire en studio, en vrai, tu vois. Tu peux mettre une lumière bleue ou rouge, c'est bon, on s'en fout. Maintenant, il faut raconter une histoire. Et là, on revient sur, voilà, So, pour moi, je le considère comme un pilier, et c'est un pilier d'Aubervilliers. Donc, ultra simple, en fait. Comme si je shootais Snoop à Long Beach, on se balade à pied à Aubervilliers, je le shoot dans des endroits... C'est nos stress, tu vois ce que je veux dire, on est à la maison, en fait. Et So à Aubervilliers, il faut quand même le voir. Tout le monde le connaît. C'est le maire d'Aubervilliers, Socrate. Voilà. Pour moi, rien de révolutionnaire, mais pour moi, quelque chose qui colle super bien à So. Ça, pour moi, cet album-là, c'est un album de transition. C'est un album, je le fais. Tu te fais kiffer. Je me fais kiffer, c'est un album de transition. J'étais à fond dans le touch, j'étais dans les 4 coins du monde en train de faire des pop-up stores. Et derrière, je faisais mes morceaux, tu vois, je kiffais. C'est parce que j'étais plus concentré sur la mode et sur la production. En fait, c'est une couverture qui représentait bien mon côté un peu le mec qui aime la mode, qui vient de l'environnement street. Il représentait bien où j'en étais à ce moment-là, cette pochette-là. Mais c'est toujours ça. Et en vrai, là, je retrouve Socrate. Par rapport, tu as vu tout ce qu'il a traversé, des trucs tragiques, trop compliqués Et là, ça y est, je le trouve apaisé. Il s'est recentré artistiquement dans le business. Tu vois, en fait, c'est une espèce de marque établie que tout le monde respecte, mais en même temps, tout est clair. Déjà, on vit une période où tu peux connecter facilement les marques et tout. So, il fait un pop-up, tu vois des gens de la mode. Enfin, on est dans un autre truc. On est pour moi dans
Socrate 2.0 en fait. Triple OG Life. Très quoi? C'est ta mode, triple OG Life. Ah c'est ça, on est triple OG mon gars. Déjà je pense qu'il y aura du voyage en fait, tu vois. Ouais. Je pense qu'ici on a fait tout ce qu'il fallait faire en studio, reprenter Aubervilliers à fond parce que c'est un étendard vivant l'Aubervilliers. Tu peux pas reprenter plus le 9-3 qu'un McTayer sur plusieurs années, tu vois. Du coup je pense qu'est-ce que tu veux faire de plus? On va retourner encore, tu vois. Donc on va le représenter toujours bien évidemment. Mais là maintenant c'est bon, on est des grands garçons, tu vois. Dans la posture. En fait là maintenant moi je suis plus dans une étape où on sait tous d'où on vient, on va dire. Mais moi aujourd'hui je dois jouer le rôle de savoir où on va. Et donc la pochette elle va répondre à ça, à cette question. Techniquement je pense que ce serait une pochette qui sera pas compliquée. Mais par contre la réflexion et tout ce qu'il y a autour c'est ce qui est le plus difficile. Le peu d'éléments qu'on a, gars, que ce soit ce qu'il va apporter, ce qu'on va raconter, la mise en scène, quoi, comment, il faut que ça soit précis quand même.